Bonjour à toutes et tous. Je suis Élodie Meunier, agente de liaison académique et culturelle pour Wallonie-Bruxelles International au Brésil. Et au nom de WBI, je suis heureuse de vous accueillir cet après-midi ou ce soir, selon les fuseaux horaires, pour cette rencontre littéraire avec Kim Thuy en direct du Québec et Kenan Gorgun en direct de Belgique, animée par Laetitia May, professeure de littérature à l'Université de Sao Paulo et traductrice littéraire d'œuvres francophones à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Donc, pour vous contextualiser un petit peu, la Journée internationale de la langue maternelle est une journée qui a été créée en 1999 par l'UNESCO afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et rappeler l'importance du multilinguisme dans nos sociétés. On sait que les langues ont des implications complexes d'identité, d'éducation, de développement, et certaines se retrouvent menacées, voire disparaissent chaque année. Et c'est la diversité culturelle des traditions, une mémoire collective et des modes de pensée d'expression qui s'éteignent avec dans ce cas. Et c'est dans ce contexte que nous proposons aujourd'hui une rencontre autour de la thématique des langues et des identités qui leur sont liées, avec un focus sur leur lien avec les expériences de migration, étant donné que nos deux invités ont vécu cette expérience de migration au plus près. Je tiens à remercier chaleureusement les différents partenaires qui ont collaboré au projet, la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec, ainsi que le bureau du Québec à Sao Paulo et Wallonie-Bruxelles International au Brésil. Nous avons également le soutien de la représentation régionale de l'Organisation internationale de la francophonie pour la Caraïbe et l'Amérique latine. Et je donne la parole à Sophie Omary de la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sophie Omary, chargée de mission politique francophonie et communication à la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec. Notre déléguée générale, Madame Sharon Wenblum, n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui pour l'événement, mais elle m'a demandé de vous partager ces quelques mots en son nom. La délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec est très heureuse de vous accueillir si nombreux et des quatre coins du monde à cette rencontre littéraire croisée sur les langues maternelles et migration. C'est un plaisir pour la délégation de prendre part à cette deuxième année où elle souligne la Journée internationale de la langue maternelle de l'UNESCO. Et cette journée, comme le soulignait Élodie, a lieu donc le 21 février depuis maintenant 12 ans et elle met en valeur la diversité linguistique afin de favoriser l'inclusion et atteindre les objectifs de développement durable. Alors, la promotion de la diversité linguistique et culturelle compte parmi les priorités centrales des gouvernements francophones de Belgique. La Fédération Wallonie-Bruxelles soutient à ce titre depuis de nombreuses années différentes initiatives au niveau national ou international, notamment au travers du Fonds international de la diversité culturelle de l'UNESCO, et promeut aussi le multilinguisme dans diverses organisations internationales, dont l'Union européenne. Cette rencontre s'inscrit par ailleurs dans une année particulièrement riche, puisque nous célébrons notre 40e anniversaire de présence au Québec et aussi le 40e anniversaire de la coopération entre Wallonie-Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Québec. Alors, c'est pour nous un plaisir particulier que de réunir autour de la table un auteur belge et une autrice québécoise et de nous associer pour l'événement au Bureau du Québec au Brésil. La thématique des langues maternelles et dans le contexte d'immigration est une question aux multiples facettes. Elle revêt une dimension sociale, culturelle et politique en formant un élément central de la définition de l'identité politique, mais c'est aussi une question qui touche à des dimensions très intimes, à des sentiments d'appartenance, d'exil, à des vécus, à des rencontres et des questions d'héritage culturel et d'identité individuelle. Tous ces éléments apparaissent dans les œuvres des auteurs que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui et nous remercions Kim Thuy et Kenan Gorgun qui nous feront le plaisir de partager leur point de vue et leur expérience sur les rapports à la langue, aux reconstructions des identités et à l'écriture. Merci également à Laetitia May pour la modération de cette discussion. Merci aux co-organisateurs, l'agente de liaison académique et culturelle de Wallonie-Bruxelles International au Brésil. Merci Élodie.
le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et le Bureau du Québec au Brésil. Enfin, nous remercions la représentation Caraïbes et Amérique latine de l'Organisation internationale de la francophonie, partenaire de ce webinaire. Belle rencontre à toutes et à tous et je cède à présent la parole à M. No, directeur du Bureau du Québec à Sao Paulo. Bonjour à tous et à toutes. Boa tarde a todos. Merci beaucoup, Sophie. Donc, je m'appelle Jason No. Je suis directeur du Bureau du Québec à São Paulo et consul au Consulat général du Canada à São Paulo, ici au Brésil. Je suis très ravi de répéter ce partenariat avec les collègues de Wallonie-Bruxelles International. En 2021, pour célébrer la Journée internationale de la langue maternelle, nous avons joint nos efforts pour offrir un événement sur les langues maternelles et les identités, avec la participation, entre autres, du rappeur, chanteur et photographe québécois Samian, qui nous a partagé ses réflexions sur ses œuvres réalisées en langue française et en algonquin. Cette année, nous célébrons encore une fois les langues maternelles, mais cette fois-ci avec la perspective des migrations. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de littérature avec nos deux invités que je salue chaleureusement, dont l'une des écrivaines québécoises les plus lues et appréciées des dernières années, Mme Kim Thuy. Depuis la publication de son premier roman, Rue, en 2009, l'autrice québécoise a connu un énorme succès au Québec, au Canada et à l'étranger, en remportant des prix comme celui du gouverneur général et le prix du grand public, la presse en 2010 et le Grand Prix littéraire Archambault en 2011. Ces livres ont été traduits en 29 langues, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, 13 ans après la parution en français, Rue sera lancé en langue portugaise au Brésil le 21 mars prochain, en pleine semaine de la francophonie. La promotion de la culture québécoise au Brésil et de la collaboration bilatérale entre les organismes culturels québécois et brésiliens est une priorité pour l'action du Québec, pour l'action du Bureau du Québec à São Paulo. Soulignons en particulier nos activités en audiovisuel, en cinéma, en cirque, en musique, mais aussi en littérature. Le marché littéraire au Québec est très solide et présente une forte croissance depuis le début de 2021, puisque les ventes de livres ont augmenté de 16,3 % chez les libraires québécois et en particulier les romans avec une augmentation de plus de 20 %. Donc, j'espère que la présente activité vous permettra de connaître davantage les œuvres littéraires du Québec et celles de la Wallonie-Bruxelles. La littérature est un monde très précieux et c'est un privilège de pouvoir écouter ce que nos deux invités nous partageront aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très belle conférence et je remercie nos deux invités, ainsi que la modératrice Laetitia May de l'Université de São Paulo, ainsi que nos partenaires de la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec, de Wallonie-Bruxelles International au Brésil et du Bureau Caraïbes-Amérique latine de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour terminer, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux pour mieux connaître l'ensemble de nos activités du Bureau du Québec dans plusieurs villes du Brésil à l'occasion du mois de la francophonie. Muito obrigado et bonne rencontre à tous et à toutes. Merci, je remercie les différents intervenants. Et avant de laisser la parole à notre médiatrice et à nos invités, je voulais vous donner quelques petites informations techniques. Donc, la discussion durera environ 35 minutes et j'invite la personne qui assiste à poser leurs questions et leurs commentaires dans le chat durant la discussion. Nous ferons une synthèse, nous reprendrons ces questions et nous aurons ensuite une quinzaine de minutes de réponse aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc, je laisse à présent la parole à notre médiatrice Laetitia May. Merci Elodie. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un honneur, une joie d'être ici parmi vous. Je voudrais remercier d'abord vivement l'invitation de pouvoir faire la médiation de cette rencontre et le privilège de pouvoir parler à deux auteurs et autrices que j'admire personnellement. D'ailleurs, j'ai traduit Rue de Kim Thuy et je pense traduire l'ouvrage Anatolia Rhapsody de Kenan Gorgun. Donc, aussi, je remercie au public qui nous accompagne aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Et je voudrais commencer par la présentation de Kim Thuy et de Kenan Gorgun. Après, je leur passe la parole pour les premières considérations et ensuite, je passe aux questions. Donc, Kim Thuy est une écrivaine québécoise née à Saigon en 1978 à l'âge de 10 ans
Kim a fui le Vietnam avec sa famille comme boat people dans la cale d'un bateau. Elle rejoint d'abord un camp de réfugiés en Malaisie, puis arrive au Québec sans encore parler français. Après s'être consacrée à plusieurs carrières, en 2009, elle débute dans la littérature avec Rue, inspirée de son propre parcours de réfugiée vietnamienne. En 2011, Kim Thuy co-signe avec Pascal Yanoviak l'ouvrage À toi, un recueil de correspondances et de récits. Avec le roman Man de 2013, Kim poursuit l'exploration de sa double identité et sa relation à la cuisine. En 2016, l'écrivaine publie Vie, un roman où elle questionne une nouvelle fois le déracinement. En 2017, Kim Thuy publie Le secret de Vietnamienne, un livre de recettes dédié aux traditions culinaires transmises entre les femmes d'une famille d'une génération à l'autre. En 2019, elle sort un album illustré, mis en image par Roger, Le poisson et l'oiseau, rendant hommage à la beauté et à la différence. Son dernier roman, M, est sorti en 2020. Pour ses ouvrages, Kim Thuy a remporté de nombreux prix, dont le prix du gouverneur général 2010 et a été l'une des 4 finalistes du Nobel alternatif en 2018. Ses livres sont traduits en 29 langues et 40 pays et territoires. Donc, je passe d'abord la parole à Kim pour dire les premières considérations, la bienvenue, et après, je présente Kenam. Je ne pensais pas avoir écrit autant. Vous voyez? Vous voyez, c'est ça l'âge. C'est ça, j'ai 53 ans, donc je pense que j'ai eu le temps de travailler un peu. Voilà, mais l'écriture est arrivée tellement accidentellement dans ma vie, étant donné que je considère que je ne maîtrise toujours pas très bien le français. Je fais encore des fautes grossières. Je viens d'apprendre aujourd'hui, là, c'est rentré dans ma tête, là, que reproche, c'est masculin. Reproche, c'est masculin. Parce que je ne sais pas pourquoi, je pensais toujours que c'était féminin, puis je devais chercher dans le dictionnaire chaque fois que j'utilisais le mot. Et donc, c'est très étonnant que je sois présentée comme étant une autrice ou une écrivaine. Voilà. Merci. Donc, je présente maintenant Kenam Gordum. Kenan Gordum, lui aussi, a un parcours très riche et diversifié. Il est un romancier, essayiste, scénariste, réalisateur, compositeur et parolier belge. Il est né à Gand, de parents originaires d'Anatolie. Il a grandi à Bruxelles, où il a suivi sa scolarité dans une école francophone. Kenan entre en littérature en 2005 avec un recueil de nouvelles, L'enfer est à nous, et un premier recueil de poésie, Mémoire d'un cendrier sale. Auteur prolifique, il écrit un livre par an. En 2006, il publie L'ogre, c'est mon enfant. En 2007, Fosse commune. En 2008, Alcool de larmes. En 2009, Patriot Act. Entre 2009 et 2014, il s'éloigne du monde de l'édition, mais pas de l'écriture. Dans cette période, il se tourne vers le pays de ses origines, la Turquie, et rédige les 2 premiers volumes d'une trilogie, Anatolia Rhapsody et Rébellion Park, publiés en 2014. L'année d'après, il édite Delia on My Mind. La même année, il produit et interprète au théâtre son texte J'habite en pays fantôme. Son dernier roman, Le second disciple, sorti en 2019. Côté cinéma, Kenan mène aussi une vie comme scénariste de longs et courts-métrages, tels que 9 mm, Man-Child, et il contribue à des séries et mini-séries télévisées. Il a aussi réalisé le film Yadel. Kenan est lauréat de plusieurs prix et a été 2 fois finaliste du prix Rossel. Donc, soyez le bienvenu aussi, Kenan. Je vous passe la parole. Bonsoir. Je dis bonsoir parce qu'il est 21h en Belgique. Bonjour, bonsoir. Merci de cette invitation et de l'opportunité de rencontrer Kim et de voir un petit encadré de Montréal où j'avais passé, il y a quelques années, j'avais passé un peu de temps à Montréal et j'en garde des super souvenirs. Je suis assez impatient de pouvoir y retourner un jour. Et donc, j'ai eu le sentiment pendant un instant d'être là-bas. Et j'espère que la discussion va bien se dérouler et que les gens seront satisfaits d'être avec nous ce soir ou cet après-midi. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par une question adressée aux 2. Alors, la première question est un peu une question, cela va sans dire, qui se relie au thème. En réfléchissant à votre parcours et à votre biographie, que veut dire langue maternelle pour vous? Quelle est la vôtre? Si vous avez vraiment une langue maternelle, et quel rapport vous gardez avec vos langues d'héritage au niveau personnel et artistique?
Écoutez, je crois que j'ai 2 langues maternelles, mais toutes les deux, je les maîtrise mal dans le sens où j'ai quitté le Vietnam à l'âge de 10 ans. Donc, mon éducation en vietnamien s'est arrêtée à l'âge de 10 ans. Et la langue vietnamienne ne verbalise pas, la culture vietnamienne ne verbalise pas beaucoup les émotions. En fait, on ne verbalise pas les émotions. On les a, évidemment, comme tout le monde, mais on les écrit, on les lit. Et donc, quand on n'étudie pas dans la langue vietnamienne, on n'apprend pas les mots pour les émotions. Et donc, toutes les émotions, je vous dirais, je les ai apprises avec le français. Comme par exemple, je connais le mot tristesse en vietnamien, mais je ne connais pas les nuances comme la nostalgie, la mélancolie, vous voyez, ou l'irritation, frustration et tout ça. Ce sont des nuances apprises vraiment au Québec, en français. Et ben, évidemment, on espère toujours qu'un enfant ne connaisse pas le mot nostalgie avant l'âge de 10 ans. Donc, heureusement. Et donc, mais je compte en vietnamien dans ma tête. Pas quand je le fais verbalement, mais dans ma tête, si je veux y aller rapidement. Et on me dit toujours que la langue maternelle, c'est la langue dans laquelle on compte. Et donc, si on considère que les chiffres sont importants, et ça n'est pas dans ma vie au quotidien, le vietnamien serait la langue maternelle. Mais si vous parlez plutôt des émotions et les connaissances, voilà, les nuances, c'est plutôt la langue québécoise. Et même si je les connais imparfaitement, les 2 langues, et il y a en plus l'anglais, évidemment, du Canada anglais, je les aime inconditionnellement, par contre. Donc, je considère, je me donne le droit de les embrasser toutes les 2 comme étant, voilà, ma langue maternelle, mes langues maternelles. Je commencerai ma réponse de la même façon, à savoir que j'ai 2 langues maternelles, donc le français et le turc. Je ne me souviens pas, par exemple, avoir appris le turc. Ça a toujours été là, quoi. Donc, tout petit, je parlais turc, j'ai parlé turc toute ma vie et je le parle probablement pas de la même façon que le français, mais avec le même niveau de maîtrise, par exemple, que ce soit à la lecture, à l'écriture ou à l'oral. Et donc, il y a vraiment une formation de 2, moi, dans mon cas, vraiment de 2 identités très complètes l'une et l'autre, que moi, surtout depuis que j'ai commencé à écrire, j'essaye de faire communiquer entre elles parce que c'est vraiment 2 identités distinctes. En plus, moi, j'ai 2 prénoms usités, c'est-à-dire que je m'appelle Kenan officiellement et j'ai un deuxième prénom qui est Özgür. Et par exemple, dans ma famille, personne ne m'appelle Kenan. Et personne ne m'a jamais appelé Kenan. Pour ma famille, et ça veut dire des centaines et des centaines de personnes, parce que je viens d'une très grande famille, je ne suis pas Kenan, je suis Özgür. Mais pour le monde extérieur, Özgür n'existe pas. Je suis Kenan. Et donc, Kenan parle français, Özgür parle turc. Et vraiment, il y a 2 imaginaires chez moi, parce que ces imaginaires sont nourris de 2 choses différentes. L'un de l'histoire familiale, de la voix de ma mère. Quand on parle de langue maternelle, moi, je pense beaucoup à ma mère, parce que ma mère ne parle pas le français. C'est une dame qui est venue d'un petit village en Anatolie, qui n'a jamais été à l'école, etc. Et donc, elle n'est pas alphabétisée. Donc, le rapport problématique de ma mère à l'expression de soi m'a rendu très cher, en fait, le turc aussi, qui est sa langue, c'est la langue dans laquelle elle me parle et dans laquelle je lui parle. Et puis, il y a le français qui est plus de l'ordre du coup de foudre, de l'histoire d'amour, dans mon cas, et de cette vie que je me suis choisi de vivre comme écrivain. Et les 2 langues font des choses entre elles qui sont parfois assez étonnantes, dans mon cas, puisqu'en plus, elles sont présentes de la même façon l'une et l'autre. Quand j'écris essentiellement en français, mais j'écris beaucoup en turc aussi. Le turc vient au secours de ce que j'essaie d'exprimer en français. Le français éclaire différemment ce que je ressens en turc. Et alors, Kim disait le rapport entre la langue et les émotions. Là, au contraire, le turc est une langue qui est presque choquante d'émotions, en fait, pour un esprit francophone. C'est une langue où les émotions sont exacerbées. Joie, tristesse, le turc adore la mélancolie, adore les larmes de crocodile, vous voyez, et les éclats de rire. Donc, c'est une langue excessive, très colorée, pleine de pulsations comme ça et de sueur.
Et le français, dans mon cas, a été d'abord la langue du cerveau, vous voyez, de la raison du cerveau et le turc des émotions. Et après, bon, voilà, il y a ce mix bizarre entre les deux. Ouais. Je me souviens que vous avez les bouteilles pour ramasser les larmes en Turquie quand je suis allée. Donc, exactement. j'étais très impressionnée. Eh bien, voilà, ce sont des petites poteries comme ça où l'amoureux ou l'amoureuse qui a perdu son amant ou son amour, ou qui l'a momentanément perdu ou qui l'attend, par exemple, longtemps, va recueillir ses larmes et au retour de la personne aimée, va lui montrer, regarde à quel point je t'ai pleuré, quoi. Oui, exactement. J'ai essayé, hein, mais je ne réussis pas à remplir. Non. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Kenan. C'est vrai que j'ai deux noms aussi. Il n'y a personne qui m'appelle Kim en vietnamien. En vietnamien, c'est Thuy. Voilà. Et la première fois que j'ai combiné les deux, c'est quand j'ai écrit et il fallait voilà. la couverture et j'ai mis en fait mis les magnifique. deux ensemble. Mais quelle sinon, bonne idée. Oui, mais sinon, avant, quand j'étais avocate, je n'étais que Kim, et puis mon nom de famille qui était Lee, qui était facile à C'est ça, c'est ça, c'est et ça. j'ai même trouvé un truc que si je disais Kim Lee, avec une petite pause entre les deux, les gens pensaient que je m'appelais Kimberly au téléphone. Donc, je pouvais effacer complètement mon origine quand j'étais au téléphone avec les clients. Et quand on était jeune, évidemment, on voulait effacer toute différence. On ne voyait pas encore la richesse de... Oui, très fort. Très fort. Et d'ailleurs, c'est étonnant, comme les 4 premiers livres que j'ai écrits auraient pu être écrits par un Français, un Belge, voire un Anglais ou un Américain. Tellement j'ai évité en fait même de mentionner le mot turc. Je refusais de parler de moi, de mes origines, de mes identités, etc. Il y avait aussi la peur d'être étiqueté, catégorisé. Et vraiment, je disais non, il faut que j'attende d'abord de prouver que je suis un écrivain. Et puis ensuite, je suis revenu, je parlerai un peu plus de tout ça, quoi. Mais ça m'a vraiment pris du temps. Mais c'est un danger d'effacer en fait tout ce qui fait vos particularités. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé à l'intérieur de ça, quoi, de cet effacement de soi et puis de la réconciliation avec qui on est, quoi. Mais j'ai eu la chance de retourner travailler au Vietnam quand j'étais avocate. Et ces années-là, quand je suis retournée, évidemment, comme mon vietnamien était boiteux, mais en tant qu'avocate, ce qu'on apprenait, c'était plutôt la Constitution, le Code civil, et donc la terminologie très... Ah oui, c'est encore une autre langue à part entière, quoi. Ah oui, je suis du Vietnam et quand je suis retournée, c'était dans le nord du Vietnam, donc, et le pays était séparé en deux. Donc, la langue vietnamienne a évolué différemment dans le nord et dans le sud pendant 20 ans. Donc, on s'est retrouvés. Il y avait encore cet écart entre les deux, n'est-ce pas? Et donc, j'arrivais dans un nouveau pays, en fait. Et je me souviens, la première personne que j'ai rencontrée, c'était le ministre de l'Environnement. Et quand on a quitté le Vietnam dans les années 70, le mot environnement, le concept n'existait pas. N'existait pas. Donc, je connaissais seulement le mot. Ah, c'est fou. Et donc, j'ai traduit seulement au son le mot. Quand le ministre a donné la main, bon, voilà, je suis le ministre de l'Environnement, j'ai traduit pour mon patron et je lui dis, il est le ministre de l'école des lèvres. Parce que j'ai traduit au son l'école des lèvres. Et donc, mon patron, excellent. Je suis certain qu'il n'est pas ministre de l'école des lèvres. Ministre de l'école des lèvres. Ou alors, on repart tout de suite. Oui, et là, j'ai appris la langue vietnamienne, mais très technique, très professionnelle. Et donc, je peux parler comme une petite fille de 10 ans ou une avocate, mais jamais comme une personne normale. Ah oui. C'est étrange, hein? Bon, il y a des trous comme ça. Désolée, Laetitia. Bon, non, voilà. Merci pour ce partage. Hein. Je vous regarde, je vous écoute. Parfait. Justement, donc je vais poser une question à propos de la question de la traduction, Kim. Vous deux, vous avez un parcours très diversifié. Kim, vous avez travaillé en tant que traductrice, avocate, restauratrice. Kenan, vous avez été vendeur de fruits et légumes, veilleur de nuit quand vous étiez très, très jeune. Aujourd'hui, vous vous dévouez à plusieurs activités artistiques. Quel chemin vous emmenez vers l'écriture et qui a contribué à tracer ce chemin? D'abord en tant que lecteur, lectrice, et puis en tant qu'écrivain, écrivaine. Est-ce qu'il y a eu un rôle de l'école ou de la famille ou des auteurs que vous lisiez? Kim?
Écoutez, quand on venait d'arriver, on était très, très pauvres. Et le premier livre, le seul livre qu'on a osé acheter parce que, ben, voilà, et c'était de dépenser 15 $ pour acheter le premier livre et c'était L'amant de Marguerite Duras. Et pour acheter ce livre-là, je me souviens encore, c'était 15 $. Et 15 $, c'était assez pour nourrir notre famille au Vietnam pendant un mois. Et donc, Wow. il y avait un sentiment de culpabilité profonde de dépenser cet argent pour ce livre. Et mon oncle, qui a 7 ans de plus que moi, maîtrisait le français déjà au Vietnam. Alors, quand il est arrivé, il a pu faire une progression plus rapide que moi. Et donc, il a lu le livre avec moi de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Et on a fait des dictées de la première page à la dernière page, parce que c'est la meilleure façon pour apprendre la structure d'une langue, n'est-ce pas? Et puis, j'ai appris par cœur de la première page à la dernière page, parce que pour apprendre la musicalité de la langue française, étant donné que le vietnamien est monosyllabique, il n'y a jamais plus qu'un son par mot. Et donc, alors que le français est une langue à son, donc on ajoute les syllabes pour en faire des mots de plus en plus longs ou en créer des nouveaux, alors que le vietnamien est monosyllabique, donc on ajoute des tons. Donc, c'est une langue plutôt verticale, je dirais. Et donc, il fallait apprendre le rythme de la langue française. Hein. J'ai appris tout le livre. Donc, on n'a pas gaspillé même pas une ponctuation de ce livre-là. Le problème, par contre, c'est qu'en bout de compte, quand j'allais à l'école, je parlais comme le livre pour une petite fille de 13-14 ans. Donc, les gens, au lieu de dire aux copains, ouais, t'as pas l'air de filer, ou bon, à la québécoise comme ça, je disais, oui, ton visage dévasté. Non, comment vous dire, je n'avais plus d'amis, je n'avais plus d'amis. Mais Marguerite Duras a été importante, oui, pour la langue, mais aussi pour la perspective qu'on avait sur le Vietnam. Nous, on s'est enfui d'un pays en guerre et après en transition, en chaos. Et donc, c'était une vision très sombre du Vietnam. Et soudainement, vous lisez un livre qui a une écrivaine qui s'est donné le droit de romancer le Vietnam, de rendre le Vietnam romantique, en fait, bon, de faire du Vietnam une fiction. Et je vous dirais que c'était my license, je sais pas, comme la permission pour moi de voir le Vietnam différemment. Donc, ce livre a été important pour cette raison-là, pour ce recul-là et cette perspective-là. Voilà. Merci. Kenan, est-ce que vous avez eu un auteur, une autrice, un livre ou même une personne dans votre formation qui vous a transformé la vue de la littérature? Bah, oui, qui a transformé ma vie en fait en y faisant entrer la littérature parce qu'elle en a été absente très longtemps. Je viens d'une famille essentiellement de travailleurs manuels ou d'entrepreneurs. Les Turcs sont généralement réputés pour être de bons commerçants et c'est le cas des gens de ma famille. Donc, et je viens d'un environnement comme ça où donc la réussite matérielle, etc., est assez importante et inversement proportionnelle. La place de la culture, des livres et tout. Moi j'ai grandi dans des maisons où il n'y avait pas un seul livre, à part les livres religieux de mon père, en écriture coranique, vous voyez. Et c'est vraiment à 16 ans au cours de français, à l'école secondaire, un professeur qui était en fin de carrière, en plus, comme les choses sont bien faites, c'est-à-dire à une année près, je n'aurais jamais rencontré ce professeur et je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie réellement. Parce que c'est l'homme qui a attiré mon attention sur le fait que quand j'écrivais, il se passait quelque chose. Alors que pour moi, il ne se passait rien. J'ai constaté après coup que j'avais une certaine facilité, mais la seule chose que je voyais de bénéfique pour moi là-dedans, c'est que mes devoirs, je les faisais en une demi-heure au lieu de les faire en 3 heures. C'était vraiment un truc très pragmatique de ma part. J'avais jamais imaginé avoir potentiellement un rapport particulier avec l'écriture, les mots ou quoi que ce soit. Mais lui, il voyait ses affinités et alors très intelligemment, il les a encouragées. Mais il les a tellement bien encouragées qu'à la fin de l'année, en cours, j'avais décidé que je deviendrais écrivain. Et premier effet de ça, j'ai quitté l'école en me disant on n'apprend pas à être écrivain à l'école, on apprend à être écrivain en allant vivre. Et donc, j'avais 17 ans. Et j'ai dit, je m'en vais comme un prince et je suis parti. Et c'est ça qui a conditionné vraiment toute une vie où j'ai fait énormément de petits boulots, etc., dont notamment pendant des années, j'ai gagné ma vie en vendant des fruits et des légumes sur les places de marché et j'adorais faire ça. Tu as commencé à écrire tout de suite?
Tu as commencé à écrire Bah, déjà ou oui, non? oui, mais pendant des années, mais vraiment des années, j'ai caché tout ce que j'écrivais. Je le montrais à personne. Parce que j'ai mis des années à accepter l'idée même que je puisse écrire. C'était pour moi illégitime, c'était une imposture totale. Et en plus, il y avait les valeurs de ma communauté, les exemples de ma famille, les gens de mon âge commençaient déjà à gagner de l'argent et à avoir leur propre entreprise. Et moi, je commençais déjà à me marginaliser beaucoup par rapport à tout ça, ce que j'avais du mal à admettre. Et en plus de devoir tout ça à l'écriture, alors je ne savais pas quoi en faire, j'avais jamais lu de ma vie, etc. Je me dis, mais pourquoi ça m'est tombé dessus en fait et peu à peu, la découverte d'autres écrivains. Et donc moi, vraiment, mais c'est d'autres écrivains en fait qui m'ont aidé à accepter qu'on peut être écrivain. Et donc là, il y a eu des noms comme Stephen King, Paul Auster. Ça, c'est vraiment des gens qui ont énormément compté pour moi. King, Paul Auster, Henry Miller, Philip Roth, Robert Silverberg, très grand auteur de science-fiction. C'est vraiment ces gens-là qui m'ont appris ce que c'est qu'être écrivain, ce que ça implique comme mode de vie, comme discipline de travail. Et pendant 10 ans, j'ai écrit pratiquement sans rien montrer ni chercher à publier, en fait. Mm. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais devenir fou si je... Déjà que j'étais un peu schizophrène avec mes deux identités, là, je me dis, non, je vais craquer, quoi. Si je revendique un peu plus ce qui est en train de m'arriver depuis des années et qui a déjà foutu ma vie en l'air parce que me voilà devenu complètement marginal, bon, voilà. Et puis tout doucement, les choses se sont faites. Et après, je me suis plus arrêté jusqu'à ce que je m'arrête, en fait, pendant pratiquement 5 ans, là, entre 2009 et 2014, j'ai vraiment eu une crise d'identité en tant qu'écrivain. Je pensais que j'écrirais plus, quoi. Mais voilà. Merci. Bah, justement, à propos de cette question-là, d'une espèce de réconciliation, vous insistez spécifiquement à l'atelier Rhapsody sur le dédoublement. Dès ma venue au monde, je suis double, chargée de plus d'identité, sur plus de moi, ennemis et alliés. Est-il possible de réconcilier, ou au moins d'essayer de réconcilier les identités à travers les langues et à travers l'écriture? C'est-à-dire, vous vous êtes réconcilié après cette trilogie. On peut réconcilier avec votre double. Et vous parlez aussi de l'écrivain mutant. Le mutant serait un peu différent du double. Il serait un peu plus Oui, complètement. réconciliateur et l'autre menaçant. Bah, mais vraiment, pour moi, c'est très, très important, cette notion de mutant. La première fois que je l'ai formalisé, c'était dans un article pour une revue où je disais bienvenue dans l'âge mutant. Et c'est vraiment plus que turc ou belge, c'est comme ça que je me sens. Parce que j'ai découvert aussi en faisant euh, entretenir des relations inavouables à ces deux langues entre elles, dans le secret de l'écriture, pour parfois même créer un français un peu décalé. Vous voyez, il y a dans mes bouquins par moments des passages où on dit, mais d'où sort cette expression? Je ne l'ai jamais entendue en français. On sait ce qu'elle veut dire, mais on se dit, mais ce n'est pas un dicton, ce n'est pas une expression populaire. Et en fait, c'est parfois l'enfant d'une phrase turque qui accouche de cette phrase française qui est forcément formulée différemment. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais en fait, non, plus que l'un ou l'autre, il y a les rapports soit harmonieux, soit conflictuels entre les deux, mais à un moment donné, c'est comme un enfant qui tient de sa mère et de son père sans être ni sa mère ni son père, quoi. Moi, je suis ce mutant-là maintenant, qui est autant turc que belge, européen que méditerranéen, entre la culture musulmane aussi que j'ai reçue de ma famille et la culture un peu du monde que j'ai été me faire moi-même. C'est très difficile un melting pot pareil de le faire entrer dans une, voire même deux identités biologiques ou linguistiques en fait. Il se passe autre chose quoi là. Ouais. Merci. Kim, vous êtes aussi, ou vous avez été, je ne sais pas si vous travaillez encore comme traductrice, mais vous avez été traductrice et interprète. Et l'une des tâches du traducteur est de se promener et de faire promener par l'hétérogénéité des langues, des cultures, des êtres. Quel rapport vous entrevoyez entre la traduction et l'écriture, entre la tâche de l'écrivain et celle du traducteur? Et si vous avez déjà traduit vos ouvrages? Je dois vous avouer que je n'ai jamais travaillé comme traductrice, tout simplement parce que je n'avais pas les habiletés. Oui, j'ai eu le diplôme,
mais je crois que l'université m'a accordé le diplôme pour me mettre à la porte parce que j'étais tellement incompétente et ils ne comprenaient pas pourquoi j'insistais à rester. J'avais tellement de zéro parce que je ne comprenais pas l'anglais, je ne connaissais pas l'anglais et je ne maîtrisais pas le français. Donc, comment faire la traduction, vous imaginez? Donc, les camarades m'ont beaucoup aidé, mais bon, et ils m'ont donné, voilà, j'étais convoquée toujours dans le bureau des profs. Et finalement, voilà, au bout de 3 ans, comme tout le monde, ils ont dit, tiens, on va lui donner un diplôme pour la mettre à la porte. Oui, j'ai eu la chance de travailler comme interprète, mais plutôt interprète communautaire, c'est-à-dire un interprète imprécis, je dirais. Donc, et j'ai beaucoup appris durant ces années-là parce que quand on traduit, ce n'est pas seulement traduire, c'est transposer une culture dans une autre. Et je crois que Kenan, tu le fais quand on écrit et qu'on insère une culture dans l'autre, on fusionne, on joue avec les notions d'écriture français avec la langue. Et je me souviens, Rue, quand il a été terminé, il y a un ami écrivain qui l'a lu, il dit, Kim, je sais que j'ai lu en français, mais pour moi, j'ai lu un livre vietnamien. Tu vois, donc, ce n'est pas un vietnamien, mais un livre vietnamien parce que les couleurs, la façon, le rythme. Donc, je crois que j'ai encore la musicalité de la langue monosyllabique derrière la langue française. Et donc, ça donne un son un peu étrange et on me dit qu'on me reconnaît, qu'on me lit. Et je dis, ben oui, c'est comme une personne handicapée. Donc, c'est sûr que vous allez voir mes traces. J'ai juste une patte au lieu de deux. Oui, donc ça donne... Mais en fait, c'est cette fusion-là, mutante, comme tu dis, et puis ça bouge. En fait, dans le même livre ou dans le même texte, on peut commencer avec une influence peut-être plus francophone, et puis ça mute vers le côté un peu plus... Mais c'est un mélange, un cocktail. En fait, une gorgée après l'autre, ben, ça change. C'est jamais tout à fait pareil. Et je crois que... Le même goût. Et donc, la traduction, je vous dirais, j'ai eu la chance de rencontrer des traductrices de mes livres. Et les questions qu'elles me posent sont toujours des questions très simples et qui sont les plus difficiles à traduire. Comme par exemple le mot duplex. Vous voyez, au Canada, on a ces appartements une par-dessus l'autre avec un escalier à l'extérieur. Et très souvent, c'est 2 ou 3. Donc, c'est duplex ou triplex ou quadruplex. Ou triplex, oui. Oui, donc on a cet escalier vraiment mortel à l'extérieur parce que l'hiver, c'est tellement dangereux d'avoir ces marches à l'extérieur. Et quoi, il n'y a pas d'escalier intérieur? Non, non, c'est ça. Quand tu as 3 étages, tu as un escalier à l'intérieur en haut, mais tu peux entrer, voilà, tu dois entrer par l'extérieur. Donc, c'est typiquement montréalais. Et vraiment, tu te plantes quand tu tombes parce que c'est tellement glissant. Ah, bah oui. Mais c'est beau, c'est joli. Et donc, dans un des livres, j'ai parlé d'un duplex. Et la traductrice italienne, elle m'a dit, oui, mais le duplex n'existe pas en Italie. Donc, comment faire? Est-ce qu'on utilise le même mot et on explique en astérix ou est-ce qu'on fait confiance au lecteur qui va imaginer quelque chose ou est-ce qu'on invente complètement un autre mot? Donc, ce sont des mots très, très simples mais qui représente une réalité précise de la langue de départ qui est difficile à traduire. Ce n'est jamais, de ce que je vois, c'est jamais sur une notion plus complexe. Oui. Donc, oui, dans la traduction, et c'est génial de pouvoir rencontrer les traductrices parce que quand ils vous posent ces questions, vous voyez la langue, la culture, parce qu'une langue est une culture. Bien sûr. Ouais. Et en ce moment, Kenan, le premier livre est en pré-production pour un film. Donc, on tourne dans 2 semaines, en fait. Génial! Oui, et là, c'est pas seulement dans la langue, mais dans la posture. Pour un film, une Vietnamienne ne peut pas réagir de la même manière. Ah oui, ah bah oui, ah bien sûr, ah bien sûr. Donc, on a dû une actrice, une petite fille de 10 ans, 11 ans, je crois, maintenant qu'elle a, vietnamienne. Il faut qu'elle soit vietnamienne parce que sinon, son regard, la façon qu'elle regarde, ne traduit pas la culture vietnamienne. Et heureusement, il y en a une qui vient d'arriver du Vietnam depuis seulement 1 an, donc elle parle français, mais elle parle aussi parfaitement vietnamien. Donc, désolée, j'ai dérapé complètement, mais en même temps, il y a... Non, c'est génial parce que... Oui, voilà.
Non, non, merci. Bon, non, on va vous repasser la parole. Non, mais on peut poursuivre le thème parce que j'allais justement vous poser une question, Kenan, sur les langages artistiques auxquels vous vous consacrez, donc le cinéma, la musique, le théâtre, la littérature. Comment vous traitez cette migration entre les formes d'expression, si elles dialoguent et comment, surtout dans tout le temps, l'écriture? elle dialogue tout le temps. En fait, bon, maintenant, pour être tout à fait honnête, la musique, j'ai abandonné, pas totalement, mais beaucoup. Pour des raisons surtout pratiques, en fait, parce que j'avais un groupe et que c'était difficile de faire tenir le groupe ensemble en même temps de faire tout ce que je faisais. Mais j'ai un peu fait migrer mon amour de la musique dans la musique de film. Donc, par exemple, le dernier, vous aviez parlé du film Yadel. On a tourné donc un deuxième film là, que j'ai réalisé juste avant le confinement. Vers le printemps 2020, on avait fini les prises de vue et j'ai fait la musique du film, par exemple. Ça, c'est une façon pour moi de garder encore un contact avec la musique. Et je pense que ça va être comme ça dorénavant. Mais sinon, bon, voilà, je travaille surtout beaucoup comme à côté de mes romans, comme scénariste pour la télé, beaucoup depuis quelques années, un peu moins pour le cinéma. Et puis j'ai la réalisation. Là, je suis en train de préparer un long métrage qu'on va tourner en été et qui sera ma troisième réalisation. Et le théâtre, un peu plus timidement, parce que je me sens encore très complexé vis-à-vis du théâtre, qui est un monde que je connais mal et j'ai pas vraiment de grande culture théâtrale. Et c'est un peu par accident que j'ai écrit, monté et joué dans une première pièce. C'était un accident total. Ça m'a appris plein de choses, notamment que j'étais pas acteur, mais voilà. Il n'y a plus beaucoup de questionnements à mon niveau vraiment je sais qu'un scénario est un scénario. J'ai des histoires, par exemple, je voudrais jamais en faire un film. Je sais que c'est de la littérature. J'ai des scénarios qui sont des films et j'en ferai jamais, probablement jamais de roman. Vous savez, tiens, l'histoire me plaisait, le film ne s'est pas fait, comme ça arrive en fait 9 fois sur 10 au cinéma. Et il y a 10 films en projet, il n'y en a qu'un seul qui se fait. C'est comme ça parce que c'est une industrie lourde et chère et c'est comme ça. Mais j'arrive assez rapidement à identifier ce qui doit être une œuvre visuelle ou littéraire. Et mon approche est complètement différente. Autant je crois, un écrivain qui aime la forme aussi, qui travaille beaucoup la langue de ses livres, etc. Autant écrire un scénario, c'est machinal, quoi. C'est vraiment du langage de base, très descriptif, très pratique, qui doit servir à d'autres gens pour qu'ils puissent faire leur travail. Mais il y a juste un flux énorme comme ça qui traverse tout le temps, qui est juste un flux de désir, en fait. Un flux de désir, un monde de personnages, d'histoires, de situations qui me traversent en permanence. Alors moi, je les attrape et celles qui sont les plus séduisantes, j'essaie d'en faire des histoires. Et je me questionne plus tellement, mais ce que j'ai constaté, c'est que le fait d'être romancier m'aide énormément quand j'écris un film ou que je travaille depuis 2 ans sur une série qui est en développement et donc où on développe les personnages aussi sur le long terme, comme dans un roman, on peut aller très loin. Et donc ça, pour créer des personnages consistants dans une œuvre audiovisuelle, le travail du romancier est super quand même. Et à l'inverse, et comme je me suis beaucoup nourri de littérature de genre aussi, et que les notions de narration, suspense, etc. comptent aussi beaucoup pour moi, eh bien mon travail de scénariste m'aide dans mes romans, quoi. À ce niveau-là, au niveau des structures narratives. Puis, en fait, il y a aussi des histoires qui se racontent mieux voilà, à voix haute qu'à l'écriture. Et puis, Oui. Ouais, donc, ils ne se racontent pas à l'écrit, en fait. Donc, il y a plein d'histoires que, oui, quand je fais des rencontres, je raconte, mais et on me dit, il faudrait que tu écrives. Je dis, non, c'est pas fait pour... Non, exactement. Exactement. Ouais. Et on exactement. le sait, effectivement. On le sent. Oui, vraiment, on le sent. Parce que, allez, moi, je veux dire, quand j'écris un roman, par exemple, je n'aime pas écrire un roman qui serait un scénario déguisé aussi. Vous voyez, moi, quand on dit, par exemple, d'un livre, c'est très cinématographique, c'est pas un compliment du tout pour moi. Si ça devait être cinématographique, que ce soit un film, alors. Pour moi, le roman, c'est de la littérature. La littérature, c'est la langue, c'est l'inconscient, c'est le fil de pensée, c'est tout ça. Alors, les outils doivent être littéraires. Les outils stylistiques doivent être ceux de la littérature, de la langue, de toutes les subtilités de ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, en fait, aujourd'hui, j'avoue, à lire juste un roman qui est bien construit, par exemple.
où il ne se passe rien au niveau de la forme, de la langue, de la voix, de l'approche des personnages, de leur psychologie, de leurs émotions. Voilà, parce que, encore une fois, dire d'un roman, c'est très cinématographique, c'est construit comme un film, moi je trouve que c'est vraiment pas un compliment en fait. Ça veut dire que le gars ou la personne a complètement évacué toute la richesse des outils littéraires pour faire juste une histoire bien construite, quoi. Ok, pourquoi pas, mais voilà. Mais non, mais dans le quotidien, on voit déjà la différence entre écrire un texto, un SMS et un courriel. C'est déjà pas le même ton, la même réflexion, la même façon de discuter, alors que le sujet peut être le même, mais on ne va pas dans la même profondeur, voilà, même la langue, la façon qu'on écrit, c'est… Voilà, exactement. De la même façon, dans un film, si le film est construit comme un livre, c'est probablement un mauvais film aussi. Le film, c'est une autre respiration, le rythme, bon, vous voyez, c'est un autre organisme, donc il ne peut pas fonctionner comme un… Je veux dire, le cheval ne fonctionne pas comme moi. Donc, un humain qui imite le cheval ou le cheval qui imite l'humain, bon, il y a un ratage dans les deux cas. Donc, il y a des films aussi comme ça où on sent que c'est construit, c'est littéraire, vous voyez, et les personnages s'expriment d'une manière trop littéraire, etc. Bah, là aussi, il a sous-exploité les outils artistiques du cinéma et il a plus été guidé par des principes littéraires, quoi. Et c'est pour ça que j'ai refusé de participer à la scénarisation. Mais non, mais j'ai dit, moi, j'ai déjà vu le film, ben, le livre. Et maintenant, il faut que ce soit le film du scénariste et du réalisateur. Il ne faut pas que je joue dans leur plate-bande, en fait. Et pour répondre à votre question, non, je ne pourrais pas traduire mes propres livres parce que je suis déjà en désaccord avec ce que j'ai écrit. Donc, si je traduisais, je vais écrire un autre livre déjà dans ce Exactement, exactement. Je voudrais poser malheureusement ma dernière question et ensuite je vais passer aux questions du public. Donc, je termine par une question adressée aux deux en citant une écrivaine mauricienne, Natacha Pana, qui vit en France. Et elle a dit qu'on écrit ce qui nous touche pour toucher les autres. Jeter la lumière sur quelque chose caché qu'on recouvre de poussière. Et Kenan parle aussi de l'écriture comme un combat de vie. Donc, je vous pose la question, l'écrivain et l'artiste au sens large, doit-il toujours prendre position et être engagé? Quel est le rôle de l'artiste aujourd'hui dans le monde contemporain surtout? Et quelle est la poussière que l'artiste doit enlever? Et quelles sont les raisons profondes qui vous mobilisent personnellement quand vous écrivez? Encore 40 minutes de… je te donne 30 secondes pour réfléchir. Moi, je vous dirais que l'avantage de se prétendre écrivain, c'est qu'on peut se donner du temps pour regarder les choses, pour vraiment pousser la réflexion jusqu'au bout, de ne pas être à la course dans la réflexion. Et donc, ce n'est pas qu'on voit plus, mais on se donne le temps de voir. Et on a peut-être que notre métier, c'est de justement faire, comment dire, trouver la façon de présenter, un peu comme aller au marché. On va aller chercher les ingrédients et on vous fait une bouchée qui contient tous ces ingrédients-là, mais en une bouchée. Et donc, peut-être que le lecteur ou la lectrice n'a pas à aller au marché pour aller chercher tous les ingrédients. On est allé pour eux, selon moi, et on leur présente voilà, ce mariage et pour qu'ils puissent voir tous les ingrédients, mais en une seule bouchée, en une seule page ou un seul paragraphe. Je vois mon métier de cette manière-là. Kenan, tu peux peut-être donner une réponse plus savante. Absolument pas. Je m'approprie complètement surtout ce que tu viens de dire sur ce rapport particulier qu'on peut établir avec le temps du monde, le temps de notre propre vie et comment on peut se mettre en retrait pour s'observer soi-même surtout, et puis observer les êtres humains autour de soi, et puis comment ces êtres humains interagissent avec les événements qui les dépassent, dont ils sont les initiateurs ou pas. La notion de prendre position, bon, dans mon cas, c'est un peu ambigu parce que beaucoup de gens ont le sentiment que je suis un écrivain politique parce que c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, mes textes ont tendance à avoir un arrière-plan politique, social et tout assez fourni et substantiel. Et c'est pas en train de s'arranger en fait. Mon prochain roman se déroule essentiellement dans les quartiers turcs de Bruxelles, par exemple.
et nourri dans toute sa thématique et sa construction par les rapports entre la Turquie et l'Europe, en fait, au sens large. Et comment moi je me positionne là-dessus. Alors, oui, il y a forcément de la prise de position, je crois, dès lors, mais c'est pas être engagé, c'est que simplement, dans la façon de regarder, on sélectionne, on choisit une façon de voir la réalité, quoi. On n'est pas juste des instruments d'enregistrement. On est des êtres humains qui avons voilà, le privilège, comme dit Kim, de pouvoir peut-être faire un pas de côté, de se retirer un peu dans l'ombre pour observer sans être vus. Mais en dehors de ça, on reste des êtres humains qui sommes nous-mêmes pris dans ce flux des événements. Moi, je suis touché par tout ce qui se passe en Turquie, comment ça se répète. Et je le vois, c'est très concret. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. La manière dont les Turcs en Belgique vivent est très, très fort impactée par les événements en Turquie, par les rapports que la Turquie entretient avec la Belgique, ou avec la France, ou avec l'Allemagne. Et c'est un peu malheureux, d'ailleurs, parce que ça ne permet pas aux gens réellement de s'émanciper de leurs appartenances d'origine, vous voyez. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas non plus prêt à livrer ce combat de se définir à zéro soi-même et de se réinventer. C'est difficile, quoi. On préfère le confort de dire je sais qui je suis, je sais voici ma famille, voici ma communauté, voici nos valeurs, et c'est parti, quoi. Mais donc oui, je prends position forcément depuis que je parle des Turcs, en fait, et de ma propre turquitude, je dirais, je prends position. Parce que c'est juste très difficile de faire autrement. Malgré ça, j'essaye, justement là où les romans ont cette puissance, c'est que ce que je fais dans mes romans parlant des Turcs, j'aurais plus de mal à le faire, par exemple, au cinéma. Parce que dans mes romans, je peux vraiment créer des personnages comme des feuilletés, quoi. Ils sont ambigus, ils sont complexes, ils ne sont pas toujours faciles à saisir, à cerner. Et donc, ça me sauve, en fait, du roman politique pur. C'est que c'est drivé par des êtres humains avant tout. Et plus on avance avec eux, plus on se rend compte que oui, certes, ils sont turcs, ils sont belges, mais ils sont bien d'autres choses. Et peut-être même eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'ils sont. Et c'est là que ça devient intéressant pour moi. C'est qu'en soi-même, on ne sait plus vraiment qui on est, vous voyez. Et c'est ça, de ne pas, comme le dernier livre, je crois quand on est écrivain et qu'on a plusieurs personnages et on peut jouer avec toutes ces nuances-là, justement, cette complexité du cœur humain. Absolument. De présenter plusieurs points de vue à l'intérieur d'un même livre. Donc, donner cette nuance-là. Et je vous donne juste un exemple. La guerre du Vietnam, à l'extérieur du Vietnam, tout le monde parle de la guerre du Vietnam, nécessairement. Mais si vous êtes vietnamien, au Vietnam, on l'appelle la guerre américaine. C'est la même guerre. Et, voilà. Et donc, dans un livre, on peut parler de ça. De dire, tout le monde a raison. Il n'y a personne qui est dans l'erreur ici d'appeler la guerre américaine ou la guerre vietnamienne. Mais voici les deux nuances. Alors, vous êtes situé où entre les deux? Donc, on laisse le lecteur et la lectrice de choisir presque un camp. Et j'espère qu'à la fin du livre, ils deviennent confus eux-mêmes. Donc, ils commencent avec... Et voilà, exactement. Et de dire, ben, je suis ni l'un ni l'autre parce que les deux ont raison et les deux ont tort. Voilà. Les deux ont tort de faire exactement. Voilà. Exactement. C'est pas tellement donner des réponses, c'est vraiment semer le doute, quoi. Je trouve que arriver à semer le doute chez les gens par rapport à ce qu'ils ont cru, c'est juste extraordinaire, quoi. Et il y avait parfois hein, d'aimer un anti-héros. Tu vois, quand on réussit. Ah ben oui, non, mais oui. Par exemple, vraiment, je vais juste faire en 2 mots, mais quelque chose, c'était frappant quand j'ai fait la promo de mon dernier bouquin, Le Second Disciple, qui met en scène en fait un ancien djihadiste et les activités d'une cellule en train de préparer un attentat. Donc, ce sont eux les personnages principaux. Ils sont monstrueux et ils revendiquent ce qu'ils vont faire. Et à chaque fois que je faisais des rencontres, vraiment 9 fois sur 10, les lecteurs me disaient qu'est-ce que votre livre nous a mis dans une situation difficile parce qu'on commençait à s'attacher à ces personnages et à les comprendre alors même qu'on savait qu'ils allaient faire des actes monstrueux. Mais ça, c'est énorme, quoi. Oui, ça, c'est énorme d'arriver à faire ça. Et en fin de compte, hein, vraiment, et là, comme ça, j'en profite aussi pour citer cet homme aussi qui a beaucoup compté dans ma vie. L'engagement, la prise de position, voilà, tout ça, c'est des notions, on peut les discuter. Moi, il y a une chose qui est vraiment importante, je pense, pour moi en tant qu'écrivain, et ça, c'est Harlan Ellison qui disait ça. Harlan Ellison, c'était un grand auteur de science-fiction américain, plutôt actif dans les années 60, 70, un peu début des années 80,
ça a été aussi un grand anthologiste et un éditeur. Il a révélé énormément d'auteurs qui sont devenus de grands noms de la SF, du fantastique, etc. Et il disait vraiment cette phrase qui m'avait frappé à l'époque et que j'ai jamais oublié. Il disait « Ce qu'un écrivain a de plus précieux, c'est son courage. Et s'il n'en a pas, c'est une chiffre molle. » Et je crois vraiment que ça résume tout. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on essaye de dire avec plus ou moins des chances de succès et beaucoup de chances d'échec, parce qu'on n'arrive jamais vraiment à dire ce qu'on voulait, c'est ça, quoi. Le faire avec courage. Mais ça, c'est essentiel pour moi. Mon livre, il est là dans 40 pays, mais il n'existe pas au Vietnam. Parce qu'il est incroyable, hein? Voilà, un peu politiquement sensible. Et de l'autre côté, les Vietnamiens qui sont à l'extérieur du Vietnam ne sont pas contents non plus avec mon livre. De dire, mais tu es trop pro-communiste. Et puis les communistes disent, non, mais toi, tu es anti-communiste. Et c'est là où… C'est terrible, hein? Oui, c'est là où je crois que j'ai réussi. C'est terrible. C'est-à-dire que, bon, voilà, tout le monde est en discussion maintenant. Hein? Donc, on voit que… Ah ben oui. Oui. Donc, en fait, pour un écrivain ne pas être prophète en son pays, c'est bon signe, en fait. On va passer aux questions du public. Je vais poser une question pour chacun et donc les réponses de 3 minutes environ. La première pour Kim. Je lis la réponse, je lis la question de la personne. Dans votre livre Rue, il y a un passage assez intéressant où vous énumérez les différentes façons d'aimer en vietnamien. Je me permets de reprendre ce petit extrait. Dans les cas du vietnamien, il est possible de classifier, de quantifier le geste d'aimer par des mots spécifiques. Aimer par goût, et là, il y a la représentation du mot en vietnamien, je n'ose pas le prononcer. Aimer sans être amoureux, aimer amoureusement, aimer avec ivresse, aimer aveuglement, aimer par gratitude. Il est donc impossible d'aimer tout court, d'aimer sans sa tête. À partir de vos expériences à la croisée des cultures, et étant donné que vous habitez dans des pays francophones, comment avez-vous expérimenté la construction des amours, amis, fils, amoureux, amoureuses, qui ne partagent pas vos langues maternelles? Écoutez, c'est vrai que on peut aimer, on répète un peu ce qu'on a appris de nos parents et puis mes parents sont vietnamiens, donc on n'a pas ces mots d'amour, d'affection à profusion. Et donc, je me pratique avec mes enfants et c'est très drôle. L'autre fois, je lui ai dit, je suis très fière de toi. Et mon fils, il a éclaté de rire et dit, attends, maman, essaie pas d'être québécoise. Ça sonne très étrange en ta bouche de dire que je suis très fière de toi. Alors nous, pour être fiers, on demande plutôt est-ce que tu veux des rouleaux ou tu veux une soupe, des vermicelles, voilà. Donc là, il comprend mieux à travers la nourriture. Sauf que parce que je vis au Québec depuis 43 ans, j'ai appris aussi le plaisir de s'aimer et de se le dire. Donc, je force mes fils, mon plus vieux de 22 ans, j'ai dit là, on se fait des câlins, on s'enlace comme ça pendant 30 secondes par jour. Et chose que des Vietnamiens ne font pas. Donc, je vous dirais, c'est encore un apprentissage pour moi à être une mère québécoise, disons, plus occidentale. Pas mal. Voilà. Pas mal. C'est marrant, juste un truc, quand on était enfant, c'était le contraire. Notre mère a toujours été une femme très réservée et peu démonstrative. Et nous, on se plaignait qu'elle ne nous faisait jamais des câlins et tout, qu'elle ne nous embrassait pas, qu'elle ne nous prenait pas dans ses bras. Et elle disait, mais je vous aime tellement, mais c'est là, quoi, c'est là. Wow, oui. Non, mais tu le ressens, non? Tu n'as pas besoin de te le dire. Et donc, oui, mais quand tu es petit, tu aimes bien, quoi, que tu aimes bien qu'on te le montre et tout. Et elle disait, mais… Et alors, elle a dû apprendre, elle, avec le temps, tout doucement, à se laisser un peu plus enlacer, embrasser. Ouais. Mais elle prépare des plats pour toi, non? Bien entendu. Bon, voilà. Ben oui, voilà, c'est ça. Merci. Donc, maintenant, la question du public à Kénan. Est-ce que votre deuxième langue peut être considérée comme une sorte de cage dorée, parfois difficile à utiliser pour verbaliser complètement votre pensée, donc une prison difficile à quitter pour parler de certaines idées ou émotions personnelles? Mais alors, quelle est ma deuxième langue, déjà? Bonne question. C'est une belle question. Mais, on commence par là. Oui, quelle est ma deuxième langue?
il n'y en a pas de deuxième déjà vraiment. Il y a deux langues maternelles qui jouent chacun leur rôle, mais j'ai quand même saisi la question, je pense. Je vais essayer d'y répondre. Pendant très longtemps, ça a été le cas. C'est-à-dire pas une cage dorée, mais deux cages. Et moi, j'avais des permissions comme les prisonniers pour passer de l'une à l'autre, en fait, mais j'occupais différemment chacune des cages. J'avais avant de vraiment assumer le fait que je serais écrivain et de mettre tous mes efforts là-dedans, j'avais vraiment un rapport d'amour et de haine envers le français aussi. Parce qu'il se trouvait que je le maîtrisais bien, que je le parlais bien, mais ça me dérangeait presque parce que ça me rendait tellement différent de mes cousins et puis ça me rendait de plus en plus bizarre et incompréhensible pour mes propres parents. Ça faisait de moi quelqu'un d'autre que seulement leur fils. Et ça a été vraiment très difficile à vivre, hein, sans même parler de la difficulté qu'ont eu les miens à accepter même que je veuille devenir écrivain. Ils ont tout fait, tout fait, tout fait pour me décourager. Est-ce qu'il te pose encore la question, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Bah, écoutez, plus tellement, mais c'est très récent, quoi. C'est très récent. Comment tu fais pour manger? Oui, ils constatent juste que bah, ça a l'air d'aller. Et puis, et finalement, ça, c'était quelque chose qui était assez gratifiant. C'est que, je vous ai dit, hein, j'ai pas mal de gens dans ma famille qui font des affaires et qui le font avec beaucoup de succès. Donc, les gens se sont très fort enrichis, etc. Mais ils sont prisonniers de leurs responsabilités, machin. Alors que moi, globalement, je passe quand même beaucoup de temps à droite, à gauche. Je voyage, je balade, je reviens. Et j'ai toutes sortes de milieux que je fréquente, etc. Et de temps en temps, quand on se retrouve avec les cousins pour boire un thé, discuter un peu, ils me disent, mais en fait, Kélen, toi, tu as tout compris. Il me dit, toi, tu vis bien. Il dit, nous, on est là, on prend 2 semaines de vacances par an et on est otage de notre GSM qui n'arrête pas de sonner 100 fois par jour. Je dis, oui, mais vous avez des millions et des millions sur un compte que moi, je n'ai pas. Donc, c'est qu'une question de choix, mais ça a été très, très difficile pendant très longtemps. Et seulement, il y a eu un apaisement dans les dernières années, en fait. Dans les dernières années. Et moi-même, je me suis senti beaucoup plus apaisé, que ce soit par rapport aux Français, aux Turcs, et à ce que moi, voilà, j'avais le privilège. C'est devenu, d'une difficulté, c'est devenu un privilège. Vraiment. Mais ça a pris un temps de maturation et de transformation qui, à certaines époques, a été très, très douloureux, quoi. Tu sais, pour mes parents, quand je dis, ah oui, j'ai une conférence, il faut que j'aille faire une présentation au un salon du livre, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu leur racontes? Mais oui, non, mais quelque part, c'est pas plus mal, vous savez, parce que du coup, oui, parce que du coup, enfin, je sais pas comment c'est pour toi, Kim, mais moi, j'ai un entourage, en fait, qui est encore aujourd'hui très peu littéraire. Les gens qui me connaissent le mieux ne me lisent pas. Et pourquoi pas, en fin de compte? Oui, Qui ne changent pas seulement. Et la plupart des gens que je fréquente ne sont pas du milieu de l'édition, ni même du cinéma. Ce sont des gens qui font d'autres choses, etc. Et je me dis, en fin de compte, c'est peut-être mieux. C'est peut-être bien comme ça. Ben, on est écrivain, on veut des gens de milieux différents. On a besoin de Mais oui, donc mais voilà. Donc, on finit par faire la paix, quoi, avec tout ça. On finit par faire la fête, pas la paix. Hein? Alors, justement, pour conclure, je vous demande de conclure avec un mot. Avec un mot, oui, une phrase. Enfin, vous pouvez dire... bon, conclure, c'est difficile. Mais comment vous voulez finir cette rencontre? Je vous dirais que quelle chance pour moi d'avoir eu, évidemment, si on n'avait pas survécu la guerre, c'est autre chose, et la fuite, mais on a eu la chance d'en survivre et d'arriver dans un pays qui offre la liberté et aussi le droit d'être libre, qui sont deux choses différentes. Et c'est ce que mon pays m'offre et c'est extraordinaire. C'est ici qu'on peut se déployer complètement et prendre tout cet espace de liberté que le pays nous donne. Et donc, je vous dirais que chaque culture, chaque langue, c'est peut-être un des rares pays qui nous permet d'avoir 2 langues maternelles. Hein, on est quand même dans des pays privilégiés où je pense que c'est une richesse. On considère que c'est une richesse de posséder plusieurs cultures. Et donc, je remercie encore le Québec et le Canada qui ont ouvert leur cœur et leurs bras pour nous offrir leur culture, nous laisser rentrer et l'approprier complètement. Et donc, aujourd'hui, ben, voilà, j'ai 2 langues maternelles comme toi, Kenan.
Merci. Kenan? Oh, hmm, je suis obligé de dire quelque chose. Elle a tellement bien parlé. Non, pas du tout. Lis un poème, lis un de tes poèmes, lis une phrase. Aïe, non, je suis très gêné par mes poèmes, non. Oh, allez, je veux entendre. Non, mais Un truc qui te passe par la tête, là. un truc qui me passe par la tête. Ouais. Ah, j'aime bien il y a un mot que j'aime beaucoup, mais qui est ni français ni turc, c'est un mot anglais. C'est Dream Brother. C'est toujours un mot que j'écris partout, tout le temps, souvent, en un mot, Dream Brother, accolé. Je pense toujours à mon frère, avec qui j'ai un rapport vraiment merveilleux, et avec qui on a passé beaucoup, beaucoup de temps à rêver ensemble, même s'il est beaucoup plus raisonnable que moi. Mais voilà, c'est un mot que j'aime beaucoup, ça, depuis toujours, Dream Brother. Et je l'écris avec beaucoup de plaisir tout le temps. Alors, je te retourne Voilà. l'autre Girl Power. Laetitia est Ah, dans le Girl Girl Power. power. et voilà, c'est bien. Génial. Merci beaucoup. Je suis vraiment Merci. ravie d'avoir eu cette occasion. Je pourrais passer vraiment des heures à vous écouter. C'était une rencontre vraiment très riche. Vous êtes très gentil. Je passe maintenant la parole à Élodie Meunier. Merci Kim, merci Kenan en tout cas pour votre participation, pour le contenu. Les idées et les messages étaient très riches. On avait l'impression on buvait un café avec vous deux. Donc c'était vraiment très agréable. Merci à Laetitia aussi pour la médiation de qualité. On espère te voir traduire encore leur roman au Brésil dans le futur. On n'a malheureusement pas eu le temps de poser toutes les questions ni de Laetitia ni du public par manque de temps. On aurait pu discuter des heures. Mais je vous remercie en tout cas, je remercie les partenaires de cette rencontre. Je vous invite à lire les livres de Kim Thuy et de Kenan Gorgun. Euh, et je vous invite à visiter les réseaux sociaux des différents partenaires, notamment pour la fête de la francophonie le mois prochain, où nous aurons évidemment encore d'autres activités et d'autres rencontres littéraires. Un grand merci et bon après-midi et bonne soirée à toutes et tous.